nous allons démarrer cette deuxième présentation en ce qui me concerne, celle du master en interprétation de conférences. La faculté de traduction et d'interprétation propose 3 masters différents. Donc, je vous ai présenté il y a un petit moment le master en traduction. Maintenant, c'est le tour à celui qui concerne l'interprétation de conférences. Bienvenue. Et comme auparavant, donc, je vous prie de vous mettre, presque tout le monde a mis son micro sur silence. Je vous prie de le faire si vous ne l'avez pas fait pour éviter des sons. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important en interprétation de conférences. De faire très attention lorsqu'on est en cabine et qu'on ouvre et qu'on ferme le micro pour qu'aucun son ni de remarques qui ne devraient pas être entendues par le public soient transmises dans la salle. Voilà. Je vais partager mon écran pour passer à la présentation que j'ai préparée pour vous. Et puis, nous allons donc parler d'interprétation de conférences à Genève. Désolée si vous avez assisté déjà à la présentation avant, mais peut-être il y a des personnes nouvelles. Donc, je me présente, Nicole Stoll, conseillère aux études à la faculté de traduction et d'interprétation, responsable des maîtrises. Je suis traductrice et interprète de conférences moi-même, mais vous me voyez sur la photo il y a quelques années en arrière, en route pour une conférence qui se tenait à l'époque au Bureau international du travail à Genève. C'est le secrétariat de l'Organisation internationale du travail et j'ai entre mes mains un document qui existe en plusieurs langues et que je dois préparer avant d'aller à la réunion pour être prête à sortir en une fraction de seconde la terminologie, le terme adéquat exigé par tel ou tel discours. Et juste en guise d'introduction, puisque d'abord je vais un peu mentionner plutôt le côté métier, et puis après je vais parler des études et bien sûr aussi des conditions d'admission. Là, c'est une photo que j'ai prise au Palais des Nations. J'en suis un peu fière parce que c'est un endroit assez impressionnant. C'est donc le siège genevois européen de l'ONU. Et vous voyez que les interprètes sont très, très éloignés dans cette immense salle de l'orateur qui se tient tout devant. Sur la photo, il y a en ce moment personne qui parle. Mais en fait, si quelqu'un parlait, c'est là que nous, interprètes, voyons l'oratrice ou l'orateur. Et pour vous montrer aussi par cette photo, et non sans fierté à ce sujet, que le diplôme de notre faculté peut mener à ça, de travailler aux Nations Unies dans ce cadre, comme je disais, assez prestigieux. Pour rester dans le domaine prestigieux, là, nous avons des circonstances très différentes d'une situation professionnelle d'interprète. Quelques chefs d'État autour d'une table. De dos, vous reconnaissez peut-être Madame Merkel. Vous reconnaissez peut-être Monsieur Poutine à gauche à l'image. Eh bien, la photo date un tout petit peu, ce qui fait que ce n'est pas Monsieur Macron, mais Monsieur François Hollande qui est assis là pour la France. Et à droite, c'est Monsieur Poroshenko. C'était en pleine crise de l'Ukraine à l'époque. Les personnes qui ont l'air le plus crispées sur la photo, c'est-à-dire lui, elle, bon, elle, on ne sait pas, ce sont certainement des interprètes. Et là, vous voyez en fait d'autres techniques d'interprétation à l'œuvre que celles qu'on utilise dans la cabine que j'ai photographiée. Au lieu de faire de la simultanée, ici, par exemple, cet interprète-là, vous voyez qu'il est muni d'un bloc-notes, écoute ce que dit un orateur. D'après son regard, ça doit être lui en ce moment. Et il prend des notes selon une technique bien particulière qu'on apprend à la FTI aussi. Et puis, après que l'orateur a terminé son intervention, il va restituer pour son client, qui est, d'après la situation autour de la table, probablement M. Poutine. Il est fort probable que ces 4 chefs d'État n'aient aucune langue commune. Je sais que Mme Merkel parle très bien le russe. Je sais que M. Poutine parle très bien l'allemand, mais
pour lui, je ne sais pas quelles sont ses connaissances en langue, ni pour M. Poroshenko. Pour vous illustrer, voilà, des situations où pourraient travailler des interprètes de conférences, mais cela n'est pas toujours aussi glamoureux ou aussi prestigieux. Cela pourrait être, par exemple, lorsqu'on travaille avec des langues nationales suisses, des séminaires de certains métiers. Pourquoi pas l'Union suisse des maîtres bouchers, pourquoi pas une formation d'enseignants, cela peut être des négociations commerciales, cela peut concerner vraiment de nombreux contextes très, très variés et c'est ce qui rend en fait ce métier d'interprète de conférence tellement, tellement intéressant. C'est une immense ouverture sur le monde, sur ce qui se passe. Vous êtes vraiment partie intégrante de l'économie, de la société en général, ce qu'il faut que vous ayez déjà en tant que futur étudiant et en tant qu'étudiant en interprétation, tout le temps vos antennes qui captent toutes sortes de choses et qui emmagasinent ce qui vous entoure. Maintenant, j'ai illustré par ces photos qu'il y a différentes façons de travailler en interprétation et là, je mets un peu la définition par écrit de la simultanée. C'est au fond déjà en français le terme qui l'indique. On écoute et on parle en même temps. Bon, pas exactement au même moment. On écoute et avec un décalage de quelques secondes, on restitue ce que l'orateur dit dans une langue. Vous le restituez dans votre langue d'arrivée. Pour la consécutive, on a vu qu'il s'agit d'écouter d'abord, de prendre des notes et ensuite rendre à l'aide des notes ce que l'orateur a dit. Maintenant, c'était juste 2-3 petites impressions du monde professionnel. Passons maintenant à notre master en interprétation de conférences. C'est un programme qui est conçu sur 3 semestres. Les cours durent donc 3 semestres. Si tout va bien, vous obtenez votre diplôme après 3 semestres. Donc, 90 crédits ou 90 crédits et CTS. Si vous ne réussissez les examens finaux pas du premier coup, vous avez encore une autre tentative et vous avez au maximum 5 semestres pour terminer ces études. Une question importante pour vous, si vous songez à entrer dans cette vie-là, dans ce master-là, c'est la combinaison linguistique. Nous n'offrons pas toutes les langues, c'est limité aux langues qui sont inscrites dans ce tableau. Comme pour les formations de master en traduction et du bachelor en communication multilingue, nous raisonnons par rapport à notre langue A. Ça doit être la langue la plus forte. En général, c'est la langue maternelle, parfois une langue de culture. Et à partir de là, vous choisissez entre 1 et 3 langues. Nous avons introduit l'obligation d'avoir l'anglais sous une forme ou sous une autre dans la combinaison. Donc, personne ne sort de cette formation sans avoir l'anglais soit en langue A, en langue B ou en langue C. Pour celles et ceux qui connaissent déjà le système du bachelor ou qui viennent d'écouter la présentation du master en traduction, vous verrez que la dénomination des catégories de langue est différente ici. Car en interprétation, il y a plus d'une langue active. Qu'est-ce qu'on entend par une langue active pour celles et ceux qui ne viennent pas de ce monde de la traduction? Eh bien, c'est une langue vers laquelle on interprète ou on traduit. Vous pouvez, par exemple, avoir comme langue active, c'est mon cas, l'allemand, et comme langue passive, l'espagnol. Passive, dans ce cas-là, ce serait une langue C. Donc, j'interprète de la langue C vers le A, jamais dans l'autre sens. Maintenant, je me permets de prendre mon exemple. Mon français, voilà, a un meilleur niveau, ou j'ai un meilleur niveau en français qu'en espagnol. Donc, ça pourrait être une langue B, donc aussi une langue active.
c'est presque comme une langue maternelle, mais pas tout à fait. Vous entendez peut-être mon accent. Et peut-être, voilà, une personne qui a une langue B a certes un très très bon niveau, mais il y a de temps en temps peut-être une richesse qui manque. Donc, ce sont aussi, les langues B sont aussi des langues actives. Donc, admettons, je reviens à mon exemple, excusez-moi, ma langue A est l'allemand, ma langue B est le français et ma langue C, espagnol. Qu'est-ce qui va se passer pendant mes études? Je vais avoir des cours d'interprétation de l'espagnol vers l'allemand, du français vers l'allemand et de l'allemand vers le français, mais jamais de l'allemand vers l'espagnol. C'est la distinction entre ces catégories de langues. Et pour un titre anecdotique, j'ai donc aussi l'anglais comme deuxième langue C. Mais voilà. Maintenant, vous voyez que dans ce titre, il y a langue B et langue B consécutive. Ce n'est pas très, très, très important comme distinction pour vous au stade où vous êtes. Cela veut juste dire que, certes, B consécutive est une langue active, mais on va se limiter à la technique d'interprétation consécutive pour aller de A vers le B consécutif. Voilà. Vous voyez qu'en anglais et en français, il y a de nombreuses langues à choisir. Pour l'arabe, il y a 2. Voilà, vous voyez tout le choix. Pour là, si la personne qui était à la présentation de tout à l'heure, qui est russophone, et là, ben voilà, vous pouvez étudier avec le russe en langue A et l'anglais et le français en C, ou si une des 2 langues est suffisamment bonne en tant que langue B. Je vous propose de poser les questions à la fin. Notez, s'il vous plaît, si vous avez une question pour ces combinaisons ou ces dénominations des langues. Ce n'est pas tout à fait évident et je comprendrai tout à fait qu'il y a de nombreuses questions à ce sujet. Mais je propose d'aller au bout de ma présentation. Ensuite, ceux qui ont envie de partir, voilà, ils partent. Hein, et puis ceux qui ont envie de poser des questions ou écouter les réponses et les questions des autres peuvent rester. Voilà, comment distinguer les langues, les catégories de langues. Pour la A, c'est facile. C'est vraiment celle que vous maîtrisez le mieux. Après, il y a des parcours de vie qui font qu'il y a 2 langues qui sont presque identiques. Mais en général, il y a quand même une qui prime, où on est vraiment sûr de comment formuler, comment choisir les expressions. J'ai parlé donc déjà de cette langue active et par rapport au niveau attendu, je dirais justement que c'est presque une langue maternelle, mais où le style et le vocabulaire sont peut-être un tout petit peu plus simples. Et la définition de la langue B consécutive, vous trouvez aussi des explications sur ces types de langues sur notre site. Langue C, c'est aussi facile, c'est en général une langue apprise au cours de votre parcours scolaire universitaire et que vous comprenez très bien, mais que vous n'aurez jamais à utiliser activement pendant vos études donc, et pendant votre vie d'interprète professionnel. Après, en quoi consiste le programme du Master en interprétation de conférence? Il y a c'est organisé en modules, hein. C'est très séquentiel. Vous travaillez d'ailleurs en tout petit groupe. Hein. Pour vous donner une idée, chaque année, nous accueillons environ entre 13 et 20 étudiants, toutes langues confondues. Donc, par exemple, entre personnes de la même langue, vous êtes peut-être 2 ou 3. Donc, c'est vraiment presque un coaching, on pourrait dire, qui vous amène à un niveau professionnel de l'interprétation de conférence. Et toute la formation est extrêmement pratique. Il y a un petit module théorique pour que vous compreniez comment fonctionnent les grandes conférences internationales. Il y a un cours aussi sur les organisations internationales pour bien comprendre en fait le cadre dans lequel vous travaillerez en tant qu'interprète de conférence. Puis, les autres modules sont tournés vers l'interprétation consécutive. C'est ce qu'on fait au début, au premier semestre, puisqu'on considère que même si cette pratique-là est moins fréquente maintenant sur le marché,
c'est la base, même pédagogique, qui permet de saisir vraiment les messages, les éléments clés d'un message très, très rapidement. Puis, ce n'est pas pour rien qu'on dit interpréter, on ne dit pas dans ce contexte-là traduire, on saisit le concept de ce qui a été dit et on l'interprète, on redit le même concept dans nos langues d'arrivée. Et il y a un mémoire à faire aussi en fin d'études, mais qui est beaucoup plus petit ou beaucoup moins volumineux que, par exemple, un mémoire en maîtrise de traduction. Quelles sont les conditions d'admission? Tout titulaire d'un bachelor universitaire peut postuler. Mais tout candidat doit passer un examen d'admission, même les titulaires du bachelor de notre faculté. L'examen d'admission consiste en 2 étapes, une étape écrite et une étape orale. Et comme j'avais dit, une nouvelle condition, c'est que l'anglais doit faire partie de la combinaison linguistique. Ce qui peut vous intéresser, si vous êtes concrètement vraiment décidé de faire ce master, c'est de savoir, mais oui, d'accord, examen d'admission, c'est bien joli, mais je dois faire quoi? Premièrement, le calendrier est particulier. C'est peut-être pour certains un peu une mauvaise nouvelle. Pour la rentrée universitaire de septembre 2021, c'est trop tard. L'examen écrit vient d'avoir lieu. Il faudra donc vous inscrire l'année prochaine, entre mi-septembre et mi-octobre, tout de suite en novembre faire l'examen écrit, puis en janvier l'examen oral pour la rentrée universitaire 2022. Nous avons complètement pour cette formation-là changé le calendrier. Cela a pour avantage que fin février 2022, vous saurez si en septembre 2022, vous pouvez commencer ou pas. C'est l'avantage que nous voyons, c'est que vous savez très très tôt si vous êtes admis ou pas, et cela vous permet encore largement, puisque le taux de réussite n'est pas très élevé, de réaliser un plan B. Alors, que devrez-vous faire pendant cet examen écrit? Il s'agira de résumer un discours que vous entendez dans une de vos langues de départ, un discours qui dure 6 minutes, et vous devez résumer ce discours par écrit dans vos langues d'arrivée, ou si vous avez seulement une langue A, dans votre langue A. Une deuxième tâche, si on veut, en tout cas cette année, c'est ce qu'on demande aux candidats, c'est de rester dans la même langue. Vous resterez dans une de vos langues actives, donc A ou B consécutif, et de redire dans vos propres mots et aussi en résumant un tout petit peu ce que dit un texte. Vous ne changez pas de langue. Là, au fond, nous demandons ceci à nos candidates et à nos candidats pour voir si une langue B est vraiment une langue active. Ensuite, nous passons à l'étape orale. Il y aura donc le résultat des écrits qui sort juste avant Noël. Et si c'est positif, vous êtes convoqué, invité à l'examen oral qui se passe aussi en ligne. Plus personne n'a besoin de venir à Genève pour faire ces 2 étapes de l'examen d'admission. Et cet examen oral dure entre 45 et 60 minutes au total. Et les examinateurs ont différentes tâches à disposition. Ils choisissent une ou plusieurs. En général, on commence par demander cette fois-ci, on appelle ça ici un résumé oral d'un discours, mais beaucoup plus court que 6 minutes, parce que là, vous n'avez pas le droit de prendre des notes. Et c'est au fond vraiment essayer de mémoriser ce qu'a dit l'orateur ou l'oratrice et de restituer ce que vous avez entendu dans vos langues d'arrivée. Deuxième exercice qu'on peut vous demander, c'est ce qu'on appelle plus communément une traduction à vue.
On vous donne un texte et vous y allez, vous le redites dans une de vos langues actives. Après, parfois, justement, si on veut vérifier la qualité d'une langue active, on peut aussi demander à lire un texte et puis de reformuler la même chose par rapport à des questions d'accent dans une des langues actives. On peut demander à lire un texte à haute voix. Et comme un futur interprète de conférence doit avoir une très bonne culture générale, vraiment, je dirais, en dessus de la moyenne par rapport aux citoyens lambda, on va de temps en temps peut-être poser des questions qui sont reliées au discours que vous avez entendu sur les pays de vos langues, si quelque chose vient d'arriver dans le monde dont tout le monde parle. En gros, on veut voir si vous suivez un peu l'actualité et si vous avez quelques connaissances de base de ce qui se passe dans l'économie, dans la politique, dans le monde politique, et même parfois un peu des, je dirais, des connaissances. Le directeur du département appelait ça dans une présentation la culture pop, donc populaire, des séries, des références. En fait, tout ce qu'un orateur peut citer ou non dans un discours dans la vie professionnelle plus tard. Voilà pour cet examen d'admission. Et puis, ça c'était la partie dure, le passer cette admission. Maintenant, pourquoi choisir, si vous êtes décidé de faire de l'interprétation, plutôt Genève qu'une autre université? Eh bien, là, je dirais très, très clairement la qualité de l'enseignement. J'avais mentionné les tout petits groupes et vos enseignants sont tous interprètes de conférences eux-mêmes. Ils sont actifs encore tous, sauf peut-être nos 2 professeurs qui sont à plein temps dans la recherche et dans l'enseignement. Et ce qui veut dire que quand ils vous proposent un exercice avec un discours, eh bien ce discours, ils l'auront eux-mêmes entendu dans leur vie professionnelle. C'est donc hautement professionnalisant. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et cela veut bien entendu dire aussi que quand vous faites les études là, vous créez votre réseau. Imaginez, vous avez un cours à 3 ou 4, alors c'est logique qu'il y a un autre contact qui se crée avec l'enseignant que si vous êtes dans un cours magistral avec 150 personnes dans d'autres domaines où ça peut être le cas. Les méthodes d'enseignement sont intéressantes dans le sens où il y a une combinaison. J'ai parlé maintenant beaucoup du côté pratique, mais il y a aussi une réflexion théorique avec toujours des objectifs d'apprentissage presque semaine par semaine à atteindre, et on vous suit aussi sur un portail, c'est-à-dire vous avez un cours, il y a un retour oral sur ce que vous venez d'interpréter, par exemple, et des suggestions, quels points seraient améliorés. Puis l'enseignant, à la sortie du cours, il doit consigner dans un portail virtuel ce feedback, et cela sera un peu votre fil. Vous pouvez dire, d'accord, là, je dois travailler la rapidité, là, je dois encore améliorer ma mémoire, etc., etc. Et de cette manière-là, il y a un suivi assez intense qui est proposé. Et la FTI est une des institutions de formation dans ce domaine les plus anciennes qui existent, et nous continuons à avoir une excellente réputation dans les différentes institutions où travaillent des interprètes. Je l'ai dit, donc une inscription sera possible pour la rentrée universitaire de septembre 2022. Et il y a une période, une fenêtre d'inscription assez courte entre mi-septembre et mi-octobre l'année civile prochaine. Vous trouverez quelques informations supplémentaires sur notre site. À titre aussi d'information, il y a sous les actualités de notre site un article dans Le Monde Campus qui vient de paraître, qui parle un peu des différentes formations à la FTI. Si vous n'êtes
pas étudiant de l'Université de Genève ou que vous ne l'avez jamais été, il faudra comme deuxième démarche d'inscription aussi vous immatriculer. C'est la procédure par laquelle on demande le statut d'étudiant. Mais pour cela, vous aurez le temps de voir venir cette période-là. Voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir suivi dans cette présentation-là.